Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19h. Nous sommes le samedi 23 avril. Merci de nous suivre. Attention, l'air que nous respirons actuellement en Guadeloupe est hautement pollué. Nous avons en effet aujourd'hui atteint, chose rare, le niveau rouge pour la qualité, ou plutôt la mauvaise qualité de l'air, selon l'indice Atmo de l'Observatoire Guadair. Un phénomène dû à cette importante brume de sable qui traverse actuellement notre archipel et concentre des particules fines, des polluants dont il ne faut pas prendre à la légère la nocivité. Dans de tels cas, des recommandations sont faites par la préfecture. Le moins que l'on puisse dire, sur le terrain, elles ne sont pas toujours respectées. Le constat de Jacques Damprobe. Comme tous les jours, c'est jour de sport au parcours sportif de santé de l'Oricisque. Pas un jour ne passe, ou presque, sans qu'on rencontre un féru de sport. En dehors, bien sûr, de la course, marcheurs, rameurs, vélos, barreurs sont mis à disposition gratuitement. Florian vient ici 3 fois par semaine et l'annonce de la forte dégradation de la qualité de l'air ne l'a pas dissuadé. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire des crises, tout ça, mais bon, faut savoir aussi que même si c'est la pollution, c'est pas ce qui va empêcher de sortir, de faire des petites balades, tout ça. Donc moi, je fais du sport, voilà. Dans son sillage, Florian a emmené son jeune frère Fabien. Comme son aîné, pollution de l'air, en rouge ou pas, le garçon n'a même pas peur. Le sport, on va dire que c'est plus fort que tout, pour moi. Comme si pour rester en bonne santé, donc je ne pense pas que ça va faire grand-chose. Alors, pollution de l'air dégradée ou pas, c'était pas ton problème? Voilà. À 73 ans, Mario est un bon vivant. Cet Italien passe la moitié de l'année dans son pays d'origine et l'autre moitié en Guadeloupe. Amateur de bonne chair, le beau Mario est aussi un féru de sport. Tous les jours, je viens faire du sport. Je m'occupe jamais si c'est jaune, si c'est rouge, même quand il pleut. Depuis moi, j'aime l'air, j'aime respirer dehors, aucun problème. Je fais toujours les mêmes mouvements, je fais toujours mes 5 séances de 50. Sans problème. Sans problème. Nos 3 irréductibles ont bravé allègrement l'une des recommandations faites en cas de pic d'alerte de la pollution de l'air. En l'occurrence, éviter les activités physiques intenses en plein air, notamment pour celles et ceux qui ont des pathologies respiratoires. Pour eux, quoi qu'il arrive, le sport, c'est toujours la santé. Un nouveau chapitre a été ouvert aujourd'hui dans le dossier de l'eau à Capesterre-Belo, sans doute la mal nommée. Un accord a été trouvé entre la municipalité de Capesterre, le comité des usagers de Germain-Parent et la communauté d'agglomération du Grand Sud Basse-Terre pour mettre sur pied une brigade chargée de recenser sur le terrain toutes les irrégularités, absence de compteurs, branchements sauvages, etc. Autant de phénomènes qui rendent quasi inextricable le règlement des factures d'eau à Capesterre-Belo. Comment les Capestériens appréhendent-ils la mission de cette brigade? Reportage toujours de Jacques Damprobe. Capesterre-Belo, la commune la plus touchée par le casse-tête de l'eau en Guadeloupe. Depuis une vingtaine d'années, entre coupures, branchements irréguliers, absence de compteurs ou double facturation, la situation est devenue ingérable. Alors, la décision de la communauté d'agglomération de la commune et du comité de défense des usagers de l'eau de mettre en place une brigade mobile pour faire le point de la situation est plutôt bien accueillie à Capesterre-Belo. Qui a payé en l'eau et ni en l'eau qui pas payé en l'eau. Peut-être c'est compteur qui pas bon, qui pas marché et on va faire payer un forfait comme ça. Mais si yo changer compteur et mettre un bon compteur qui a marqué exactement la quantité de l'eau yo passé. Au moins peut-être yo ni en fuite, yo pas ça que yo ni en fuite. Il faut que tout le monde soit à la même enseigne et que tout le monde paie le prix normal et qu'il n'y ait pas de favoritisme quelque part, ou que d'autres soient lésés ou que d'autres n'aient pas de l'eau. Donc je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre très bientôt. On se demande toutefois pourquoi cette enquête de terrain n'est pas intervenue plus tôt. Cela aurait sans doute permis de régler bien des problèmes. Longtemps, il doit faire ça. Parce que tout partout, si on fait ça, tout
tout le monde, quand l'a aidé à faire ça, il levé compte à vous. Quoi ça, il levé compte à vous, on est temps pour payer. Est-ce que vous comprenez? Mais là, vous voyez, on niveau une facture, vous pas voir pour le monde passer lever compte. Alors, ça a fait mon naka ou spété, il pas capable payer. Vous comprenez ça, parce que moi, en pas avion, c'est mon parce que moi, qui en savait, qui a levé compte, qui a pas levé, moi, ça en savait de l'eau, on peut payer de l'eau. Et moi, 6 mois là passé, yo pas venir voyer facture là, que fait dit yo pourquoi yo pas voyer facture de l'eau, moi passant pas un mercredi monter si tête en moi. Pour tenter de dénouer la situation particulière qui règne à Capesterre-Belle-Eau, une commission ad hoc a été créée début avril par la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre. En juillet prochain, elle devra rendre son rapport pour tenter d'y voir plus clair. Et précisément pour Eddy Claude Maurice, qui est maire adjoint de Capesterre-Belle-Eau, conseiller communautaire à la CASBT, cette brigade est l'un des moyens définis par cette fameuse commission ad hoc de la CASBT pour enfin débloquer ce dossier de l'eau à Capesterre-Belle-Eau. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Il s'agit de faire la photographie exacte du jour, c'est-à-dire combien d'abonnés, quel est l'état de leur compteur, quelle est effectivement la situation, de manière à déterminer demain la véracité de toutes les informations pour établir une facturation qui sera la plus juste, la plus proche, et pour ne pas dire qui sera réelle. Aujourd'hui, beaucoup de compteurs de ces habitants ne sont pas connus, d'autres sont, fonctionnent mal, et nous ne souhaitons pas démarrer ce service de l'eau au sein de la CASBT dans un tel climat. Nous avons certes reçu de l'ancien prestataire, parce que les habitants de Capesterre-Belle-Eau étaient gérés anciennement par une autre entité qui était le SIAG et bien sûr sous la prestation générale des eaux. Nous souhaitons aller avec notre loupe, regarder de plus près, et en cela le comité de l'eau qui sera membre de cette commission, qui a l'habitude de ces contacts-là, pour pouvoir tirer encore une fois et pour faire entendre raison à tous. Tout autre chose, l'enseignement libre de Guadeloupe qui réfléchit au développement personnel des enfants. En effet, à l'initiative de l'APEL, une organisation qui regroupe 16 associations de parents d'élèves de l'enseignement libre, s'est tenu aujourd'hui au Memorial Act un colloque sur le thème des intelligences multiples. Comment accompagner la scolarité et le développement des enfants en respectant l'intelligence de chacun. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Merci, monsieur le recteur, et pour votre écoute, pour votre accueil. L'intelligence a son colloque. Objectif, éclairer parents, enseignants, éducateurs pour l'accompagnement de la scolarité des enfants et leurs projets personnels. Alors, les intelligences multiples, c'est une théorie qui a été mise en place par Howard Gardner. Il a distingué 8 formes d'intelligence et chacune d'entre elles n'est pas mobilisée de la même façon chez les êtres humains. Et aujourd'hui, on se rend compte dans les travaux des neurosciences et justement et à partir de la théorie d'Howard Gardner qu'on peut aider les jeunes qui sont notamment en difficulté à l'école pour leur permettre, à partir de ces intelligences multiples, d'appréhender les savoirs de base. Mon livre s'appelle Tous intelligents, aider son enfant à l'école. C'est un livre qui a pour travail particulier de relier ce que les neuroscientifiques, les chercheurs sur le cerveau ont appris sur le cerveau. Et moi, je me suis demandé comment est-ce que ça pouvait nous aider, nous enseignants, à l'école, en équipe pédagogique, à être sûr que nos pratiques sont bonnes et neuro-amicales, c'est-à-dire est-ce qu'elles nous mènent vraiment vers, qu'est-ce qui peut nous mener vers la bienveillance à l'école pour les enfants. Une partie de cette bienveillance, elle vient du fait qu'on a plusieurs manières de comprendre les choses. Ça, ce sont les neurosciences qui nous les ont enseignées. Ces dernières années, on assiste au développement des neurosciences, notamment en ce qui concerne l'éducation. Ce colloque vise également à encourager leur mise en application dans les écoles. Donc nous avons commencé cette année à mettre en place l'intelligence multiple dans l'école. Alors on commence à voir les résultats, c'est vrai que c'est encore le début, donc on ne peut pas avoir encore de bilan vraiment, le bilan n'est pas final, mais on voit un petit peu le comportement change, les enfants sont intéressés, ils ont envie d'apprendre, il y a une grande émulation au niveau des enfants, une grande interaction, puisqu'il y a beaucoup de travail, d'activités qui sont faites par petits
groupe. Je ne connais pas, donc je suis venu découvrir, apprendre, hein, parce que ce dont je sais, c'est que nos enfants ont une façon différente d'appréhender l'enseignement qu'on leur donne, parce que personnellement j'ai 2 enfants et ils fonctionnent différemment. Il y en a un qui est assidu à ses leçons, il n'y a pas besoin de lui expliquer comment faire, comment s'organiser. Il y a une autre plus jeune qui, c'est difficile de s'accrocher, c'est difficile de trouver l'angle vers lequel je vais lui dire, bon, il faut que tu prennes patience pour que toutes les informations qu'on va te donner, tout l'enseignement qu'on va te donner vont pouvoir entrer dans ta mémoire. Donc, quand on a des personnes qui sont spécialistes, qui viennent nous expliquer comment faire, eh bien, on n'hésite pas. Comment le cerveau fonctionne-t-il quand il apprend? Comment l'enfant apprend-il? Ou encore comment l'aider dans son apprentissage? Sont autant de questions abordées lors de ce colloque autour de professionnels venus du Canada ou encore de l'Hexagone. Toujours au chapitre de l'éducation, les écoles Montessori se développent en Guadeloupe. Montessori, c'est une pédagogue italienne du début du XXe siècle dont la méthode pédagogique repose sur l'éducation sensorielle des enfants. Un établissement s'est ouvert à Saint-Félix-au-Gosier. Il recueille un certain succès auprès de certains parents en dépit du coût plutôt élevé de la scolarisation. Le reportage d'Aurélie Rose. Certains jardinent, d'autres se familiarisent avec les animaux ou encore avec les chiffres. Chacun vaque à ses occupations sans éclat de voix et selon ses envies du moment, car c'est ça la pédagogie Montessori, mettre l'enfant au cœur de ses apprentissages, un apprentissage très sensoriel avec un matériel le plus souvent en bois qui répond aux besoins de l'enfant. Il lui permet de développer la confiance en soi, l'estime de soi, la concentration ou encore l'autonomie. L'enfant est censé faire tout ce qu'il peut faire par lui-même. Donc dans tous les petits gestes du quotidien, boutonner, déboutonner son pantalon, se servir de l'eau, il ne va pas avoir besoin de l'adulte. Boire, c'est un besoin qu'on a naturel, donc ils ont le pichet, le verre à disposition et ils vont se servir quand ils ont soif. Pour les toilettes, c'est pareil. Quand on a besoin d'aller aux toilettes, c'est un besoin, donc on y va et on n'a pas besoin de l'aide de l'adulte. Les WC sont dans l'espace, mais ils y vont de façon autonome. Contrairement à certaines idées reçues, la pédagogie Montessori impose des règles, un cadre en douceur et dans la communication non violente et la bienveillance. L'ambiance pour les 3-6 ans se divise en 4 aires de travail, vie pratique, vie sensorielle, mathématiques et langage. Démonstration avec Diane et son travail intitulé « La pochette de lecture ». En fait, il y a des petites lectures, tu dois lire et tu dois mettre aux images. Tu peux me montrer ? Une alternative pour apprendre autrement, c'est l'une des motivations des parents qui choisissent ces établissements pour leurs enfants. Julie Sansinito a repris la direction de cette école il y a maintenant 5 ans et le nombre d'élèves a été multiplié par 6. Je pense que les parents se retrouvent de moins en moins dans le système classique, le système de l'éducation nationale avec différemment à nous en fait, où on est plus dans l'individuel, où on va essayer d'accompagner chaque enfant en fonction de ses besoins et de ses particularités aussi, alors que dans l'éducation nationale c'est plus difficile pour les enseignants d'avoir une classe de 30 et d'être sensible à chacun. Donc je pense que les parents sont dans cette dynamique de recherche plus pour ça, parce qu'on voit que chaque enfant est différent et chaque enfant a besoin d'un accompagnement différent. Malgré le coût assez élevé, près de 600 € par mois, les projets de structure appliquant la pédagogie Montessori se multiplient en France, y compris en Guadeloupe. Et puis cette émotion, c'était hier à l'école Fernande Bonchamp de Pointe-à-Pitre. Les élèves ont reçu Lilian Thuram, l'ancien footballeur, champion du monde, venu leur professer ou plutôt échanger avec eux sur son combat contre le racisme et pour l'estime de soi.
Un combat que l'ancien footballeur vulgarise par le biais d'un livre et surtout d'une bande dessinée intitulée « Tous super-héros ». Le prochain rendez-vous de Lilian Thuram, ce sera le 27 de ce mois au Memorial Act, où là encore, il procédera à un beau cantage autour de son ouvrage. Dans l'actualité sociale, l'insatisfaction des présidents des fédérations du BTP de Guadeloupe, Martinique et Guyane à l'issue de leur rencontre hier avec la ministre des Outre-mer Georges Paul-Angevin qu'ils avaient interpellé sur la crise que vit actuellement le secteur. Madame Paul-Angevin a annoncé la relance d'une dizaine de grands chantiers dans nos régions, pas très convaincants selon les secteurs qui dénoncent notamment la faiblesse de la commande publique, mais surtout l'administration de Bercy, le ministère de l'économie et des finances, très réticente à accorder la défiscalisation aux projets de logements sociaux. Un sommet européen à Marie-Galante, rien moins que ça, c'était également hier, un sommet pour l'énergie, afin de saluer le projet Marie-Galante Île du tourisme durable, un projet retenu par le ministère français de l'énergie, dans un appel à projet intitulé « Démonstrateur industriel pour la ville durable ». Marie-Galante sera ainsi accompagnée financièrement et techniquement pour des réalisations utilisant des productions et des modes de consommation énergétique. Ce sommet a été aussi l'occasion de la signature d'un accord Martinique-Guadeloupe sur la transition énergétique. Selon le directeur général de l'énergie au sein de la Commission européenne, l'Union européenne entend appuyer nos régions pour qu'elles soient de véritables modèles dans le domaine de la transition énergétique pour toute la Caraïbe. La Caraïbe et plus largement les Amériques, on y vient, avec l'actualité dans notre grande région. Et au Brésil, Dilma Rousseff, qui n'entend pas désarmer, elle engage une nouvelle procédure après celle de ses parlementaires cherchant sa destitution. Elle menace maintenant de saisir le Mercosur, le marché commun des Amériques du Sud, pour non-respect de procédures démocratiques. Pablo Cordova a été secouru après 47 heures passées sous les décombres. Ce serait son urine, sa foi et sa pratique du yoga qui l'auraient sauvé. Mais surtout, un miracle de Dieu. Alors qu'il faisait des travaux à l'hôtel El Gato, Pablo Cordova se trouvait au 2e niveau lorsqu'il s'est senti pris dans un violent tourbillon et a perdu connaissance. Il informe que quand il a repris conscience, il se trouvait sous l'un des meubles de la réception avec la sensation qu'une bombe atomique venait d'exploser. Il avait pu garder son téléphone portable en main et contacter sa femme qui pensait à une mauvaise blague. Il a alors contacté d'autres contacts qui ont pu avertir les secours. Son épouse le croyait mort, tout était en ruine. Pour elle, ce n'était pas possible que son mari survive. Elle avait même demandé au patron de son mari de lui donner un cercueil pour lui donner une sépulture chrétienne. La présidente brésilienne, Dilma Rousseff, a déclaré que la procédure de destitution à son encontre présentait toutes les caractéristiques d'un coup d'État et a prévenu qu'elle demanderait au marché commun du Sud, le Mercosur, de suspendre le Brésil si le processus démocratique n'était pas respecté. En effet, la clause démocratique du marché commun sud-américain peut être invoquée si le gouvernement élu de l'un de ses États membres est renversé, comme cela s'était produit en 2012 au Paraguay. L'État en question peut alors être suspendu et perdre ses avantages commerciaux. Cette menace, brandie par Mme Rousseff, qui réfute les manipulations des comptes publics dont elle est accusée, semble traduire de son intention de continuer à se battre si le Sénat décidait de la destituer. Cette procédure d'impeachment, déjà validée par un vote des députés dimanche, ne repose sur aucune base légale selon la présidente brésilienne, a des journalistes à New York. Après des mois de crise politique, la pire qu'ait connue le Brésil depuis que la junte a rendu le pouvoir aux civils en 1985. La destitution de la présidente pourrait être prononcée dans environ 3 semaines, peu avant que le pays n'accueille les Jeux olympiques de Rio cet été. L'effigie du célèbre narcotrafiquant Joaquín El Chapo Guzmán fait recette sur les marchés de Mexico. Les exploits mafieux du chef du cartel de Sinaloa, aux 2 évasions et aux 3 arrestations, font les affaires des commerçants qui voient t-shirts, casquettes et autres produits dérivés s'arracher aux touristes comme aux Mexicains.
Il faisait déjà vendre, mais depuis son évasion et sa capture, c'est la chapomania, informent les commerçants. Le phénomène comporte cependant un aspect tragique dans un pays où l'homicide est la première cause de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans. Le 11 juillet 2015, le criminel s'était échappé de la prison d'Altiplano grâce à un tunnel. Le souterrain, de 1,5 km de long, était équipé de rails sur lequel était fixée une moto. Une sacrée claque pour le gouvernement, selon les commerçants ravis de cet envolé commercial pour l'effigie d'un criminel. Le Nord-Grande-Terre vit depuis hier à l'heure du festival Guadali, un festival culturel itinérant dans la région, sur la base d'un lionnage avec notre voisin Antigua. 3 arts y sont mis à l'honneur cette année, l'art visuel, la musique, mais également l'art culinaire. Après Port-Louis hier, le festival s'est arrêté aujourd'hui à Petit Canal. Anne-Elisabeth Artsen. Fusionner les différentes cultures du Nord-Grande-Terre à celles d'Antigues, c'est le but de ce festival, organisé depuis 2 ans déjà. Guadadli, c'est la composition de 2 mots qui ont été rassemblés, c'est Guada, que tout le monde connaît, et Guadadli, qui est le nom caraïbe de l'île d'Antigues. Donc le nom indique bien que c'est un lionnage entre 2 îles, entre le Nord-Grande-Terre d'une part, les 5 communes du Nord-Grande-Terre, et l'île d'Antigues. Alors pourquoi ce lionnage? En fait, il y a une histoire commune entre ces 2 territoires. C'est que dans les années 60, beaucoup de musiciens, beaucoup d'ouvriers agricoles qui venaient travailler à l'usine Beauport venaient d'Antigues. C'était des travailleurs anglais qui venaient d'Antigues et qui ont importé un instrument qu'on appelle le steel pan. Et toujours dans cette même région, vous avez aussi des populations indiennes qui pratiquent les percussions indiennes et qui utilisent encore ces percussions-là dans leurs cérémonies culturelles. Voilà. Nous avons une politique vraiment pour développer le volet culturel et du patrimoine au niveau du territoire. Alors ça a été une opportunité pour nous puisque depuis 2 ans le Guadali a commencé des manifestations et il s'agit pour nous non seulement de développer le territoire au niveau économique mais également de tisser des liens avec nos frères de la Caraïbe puisqu'il s'agit d'une manifestation qui allie l'art culinaire, l'art visuel, l'art musical bien sûr et c'est riche, c'est un art qui est riche et nous voulions vraiment participer, nous imprégner, nous intégrer dans cette manifestation. Marc Bourne fait partie des invités venus d'Antigues. Artiste peintre, il exposera ses œuvres à Petit Canal dans le cadre de ce lionnage. J'ai été sélectionné par un comité local à Antigues et j'y ai vu une bonne opportunité de m'exposer à différentes cultures. Et en tant qu'artiste, c'est ma première visite ici, mais je peux déjà affirmer que ce n'est pas la dernière. Tout au long de la journée, la ville de Petit Canal avait son village artisanal Guadadli avec ses produits locaux et ses spécialités culinaires. Le festival se poursuivra en musique, alors rendez-vous donc ce soir pour un grand concert avec des artistes venus d'Antigues, mais également des artistes locaux à partir de 20h au pied des marches des esclaves à Petit Canal. Sans transition, nous passons au sport avec tout d'abord les championnats d'Europe de judo qui se déroulent à Kazan, en Russie. Bien, sans surprise, Teddy Riner a obtenu son 5e titre de champion d'Europe dans la catégorie, bien sûr, des plus de 100 kilos. En finale, le Guadeloupéen a battu l'Israélien Sasso. La Transat AG2R maintenant, les tout premiers devraient arriver dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Barthélemy. Ils seraient actuellement 5 au coude à quelques 36 heures de l'arrivée. En tête toujours Gédimat de Thierry Chabani et Erwan Tabarly. Nos 3 représentants, respectivement les Sainte-Marie-Galante et Guadeloupe, sont toujours 9e, 10e et 11e de la compétition. Basket avec la 2e journée des playoffs ce soir au hall Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. Chez les femmes, en ce moment même, le Bémao Basket Club affronte la MJC des Abîmes. Et puis à 20h30, chez les hommes, le DO, l'Étoile de l'Ouest de Pointe-Noire, évidemment, rencontre le Saint-François Basket Club. Les playoffs se jouent chez les femmes au meilleur des 3 matchs et des 5 matchs chez les hommes.
Football avec la 24e journée du championnat de division d'honneur. On guettera ce week-end encore le résultat de l'USR, un leader qui pourrait bien décrocher son premier titre de champion de Guadeloupe. L'USR rencontre demain l'Amical Club de Marie-Galante. Cet après-midi, tout d'abord, l'Arsenal a enfoncé un peu plus l'étoile vers le championnat de promotion d'honneur la saison prochaine. Victoire des Petits Bourgeois 2-0. Ce soir à 20h, le CA Marquisa, oui c'est bien ça, affronte la Juventus à Capesterre-Belo. La Solidarité scolaire rencontre le CSM à Bémao et puis le Phare du Canal accueillera même l'USBM à Petit Canal. Sac à main ou encore ceinture et autres accessoires, c'est l'exposition que vous pouvez actuellement visiter au Centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre, des œuvres d'un designer guadeloupéen qui s'appelle Christian Désiré et depuis un CAP en maroquinerie il y a 25 ans, il a parcouru un certain chemin avant de créer sa propre marque. Présentation Muriel Barlagne. Entre Christian Désiré et la maroquinerie, c'est une vieille histoire qui débute en 1988. Le designer rencontre Christian Basileux, un entrepreneur qui veut monter une entreprise dans ce secteur. C'est avec lui qu'il découvre l'art de fabriquer des sacs, des ceintures, des pochettes. C'est aussi à cette époque qu'il dessine ses premiers modèles. 4 ans plus tard, il part à Paris où il travaille pour une enseigne qui fait de la sous-traitance pour des grandes marques comme Dior, Ungaro ou encore Chanel. Il y apprend à affiner sa technique. Aujourd'hui, il dessine et fabrique ses propres créations en Guadeloupe sous sa marque Krish Design. Moi, à la base même, ma matière préférée, c'est le cuir. Le cuir, c'est là où j'ai pris mon point de départ, vraiment le gros boulot, c'est le cuir, la bâchette. Et maintenant aussi, j'aime beaucoup travailler le port velours. Parce qu'on donne le port velours, on trouve beaucoup plus de couleurs pour pouvoir marier avec d'autres types de tissus, mettons la toile de jute et aussi la toile de store, et avec qui je travaille beaucoup en ce moment. Difficile pour le designer d'expliquer d'où lui vient son inspiration. Forme, couleur, matière, imprimé, les idées naissent naturellement dans son atelier. Le processus de création est plus ou moins long en fonction du modèle. Les dessins de l'artiste Patrick Solva viennent habiller certains sacs. C'est pas facile de dire, bon, je vais faire un sac et puis faire un sac. Il faut faire le patronage, après la découpe du sac, sans prendre soin du cuir, parce que le cuir c'est quelque chose de très délicat. Okay? Et faire le montage et la finition, c'est le plus important, c'est la finition d'un sac. Pour que le sac soit vraiment, qui pourra au moins te plaire et plaire à celui qui pourra vous dire, oh, je vais l'acheter, quoi. Avec cette collection de sacs et de ceintures, Christian Désiré organise sa première exposition au Centre culturel Rémy Souta. On y trouve aussi des tableaux et des t-shirts du peintre José Gladone, avec qui il collabore. Avant de nous séparer des nouvelles du temps qu'il fera demain sur notre archipel, il fera beau tout simplement, du soleil partout et des températures comprises entre 26 et 29 degrés. Mais avec, je vous le rappelle, je vous l'ai signalé en début de ce journal, avec la présence de cette brume de sable qui passe actuellement sur notre archipel, avec ses concentrations de particules fines et de polluants dont il faut se méfier. Il faut surtout observer un certain nombre de règles de prudence, comme vous l'a rappelé en début du journal Jacques Damprobe. Après les informations, notre soirée sera consacrée au divertissement avec l'émission Super Kids. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site www.alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour notre premier journal régional. Passez une excellente soirée. À demain.